Bonjour maître Isabelle Colombani et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'avocate de Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile. Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV nous accompagne. Nous sommes maintenant un peu plus de 24 heures après la fin des gardes à vue. Donc merci vraiment d'être avec nous ce matin. D'abord, première question, est-ce que votre client a regardé hier matin l'intervention du procureur d'Aix-en-Provence ? Oui, je pense effectivement que lui et sa famille ont regardé cette intervention. C'était important pour eux de le regarder. Savez-vous comment ils ont réagi quand ils ont entendu que le procureur de la République dire que la piste familiale n'était pas refermée ? Bien, écoutez, c'est quelque chose dont on avait parlé ensemble. Il est bien évident que la piste familiale ne peut pas être refermée et ne le sera pas tant qu'on n'aura pas découvert qui a donné la mort à Émile. Cela paraît tellement évident que nous ne sommes pas étonnés de cette déclaration de M. Blachon, procureur de la République. Mais vous voulez dire en substance qu'il y a peut-être aujourd'hui un climat de suspicion intrafamiliale ? Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis simplement que lorsqu'une piste est définitivement fermée, c'est qu'on a une réponse qui est réelle. Aujourd'hui, certaines pistes sont fermées, notamment ce dont on a pu parler, l'enlèvement par un animal, un aigle, la perte du petit Émile qui se serait égaré tout seul. Ces pistes-là sont fermées parce qu'on a des réponses scientifiques qui permettent de fermer définitivement cette porte. Pour le reste, toutes les pistes restent ouvertes et les enquêteurs doivent encore travailler pour fermer après l'une à l'autre les différentes solutions. Et là encore, si on s'en tient aux propos stricts du procureur, ça peut être donc de la famille, ça peut être aussi un tiers, on est bien d'accord, un tiers, c'est-à-dire une personne du village qui est passée dans le village au moment où le petit Émile a disparu. Oui, alors la seule certitude que l'on a aujourd'hui, c'est que c'est l'intervention d'un tiers qui a donné la mort à Émile. Après, je ne vais pas tomber dans les suspicions dont ont pu être victimes mes clients et moi-même faire porter des soupçons sur des habitants du village. On sait que c'est l'intervention d'un homme, d'un être humain. C'est la seule chose que l'on sait avec certitude. Le reste, malheureusement, pour tout le monde, on n'a pas encore cette réponse. Comment voyez-vous, maître, du coup, évoluer l'enquête désormais ? Alors je pense que là, par rapport aux gardes à vue, si vous voulez, ces gardes à vue ont permis de répondre à un certain nombre de questions. Les réponses qui ont été données vont être étudiées par les enquêteurs. On va recouper les éléments donnés par les uns et les autres. Et ensuite, des recherches, des investigations vont de nouveau être faites. Nous avons peut-être aussi porté à la connaissance des enquêteurs des éléments nouveaux qui vont les orienter peut-être éventuellement sur d'autres pistes. Donc un travail de plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, va être déclenché par les enquêteurs. L'occasion, justement, dans la garde à vue, vous avez découvert certaines pièces du dossier. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas ? Alors, nous ne découvrons pas les pièces du dossier parce que, vous le savez, l'avocat n'a pas accès au dossier pendant la garde à vue. En revanche, par les questions qui sont posées par les enquêteurs, nous apprenons certaines vérités et croyez-moi, la plus difficile à entendre, à comprendre, à accepter, c'est que nous avons appris que le petit Émile avait été victime d'un traumatisme facial important, violent. Et vous imaginez bien que lorsque la famille apprend cela dans le cadre d'une garde à vue, c'est un véritable tsunami qui tombe sur eux. Vous avez aussi appris que ces ossements avaient été déplacés et notamment avec le t-shirt, les analyses du t-shirt. Oui, on l'a appris, mais sur ce point-là, effectivement, on avait déjà un petit peu des doutes parce qu'on avait pu avoir accès, dans le cadre de la procédure, aux photographies des vêtements. Et c'est vrai qu'on se posait certaines questions, mais l'entendre exposé par un enquêteur comme une vérité scientifique, c'est également à nouveau un choc. Et ça entraîne pour nous, pour la famille, pour mon client, pour tout le monde, énormément d'interrogations. Boris. Maître Colombani, vous aviez déclaré que vous aviez livré de nouveaux éléments aux enquêteurs. Quelle est la nature de ces nouveaux éléments, si vous pouvez nous en parler ce matin ? Alors, vous savez, on a eu l'occasion d'en discuter. Je suis tenue au secret de l'instruction. L'article 11 du Code de procédure pénale s'applique à moi et je ne peux pas répondre à cette interrogation-là.
Moi, les seules choses sur lesquelles je peux m'expliquer, c'est sur les éléments qui ont été donnés par monsieur le procureur de la République. Vous le disiez, 48 heures de garde à vue, c'est évidemment une épreuve, surtout quand c'est une garde à vue pour recel de cadavres et homicide volontaire. C'est un choc aussi quand on découvre ce que les enquêteurs apprennent, donc bien sûr à votre client. Mais il y a aussi une part de soulagement, c'est qu'il ne peut plus aujourd'hui être placé en garde à vue. On est d'accord, maître ? Alors, nous, en ce qui concerne Philippe Vedovini, il a effectué 47 heures de garde à vue. Donc, effectivement, j'allais dire, le capital des heures est totalement... c'est fini, hein, il n'y en a plus. On pourrait de nouveau l'entendre, mais devant le juge d'instruction, dans des conditions différentes. Après, vous parlez de cette déflagration qu'est la garde à vue. Moi, ce que je voulais vous dire, et c'est important, il faut insister là-dessus, c'est que mon client, lorsqu'il est placé en garde à vue, il a son épouse qui est placée en garde à vue. Il a ses 2 enfants, jeunes majeurs, qui sont placés en garde à vue. Une garde à vue, certains d'entre vous en ont peut-être connu à titre personnel ou par des amis, des membres de la famille. C'est très violent. Et le plus dur pour lui était de savoir que ses enfants subissaient ce traitement. Je voudrais vous poser une dernière question, une réponse rapide. Est-ce que la famille a une thèse, une intime conviction sur ce qui a pu se passer ? Depuis le début, la famille s'est toujours orientée, a beaucoup réfléchi, hein, mais on pensait essentiellement à un accident de la circulation, à l'enfant qui avait pu être heurté par un véhicule et peut-être une personne qui aurait paniqué ensuite, qui n'aurait pas voulu assumer ses responsabilités. C'était vraiment la première idée que nous avions eue, on en a beaucoup parlé avec eux, et idée qu'on a toujours aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin, maître Colombani, avocate du grand-père d'Émile.